à écouter ce que j'entends depuis hier soir, j'ai un peu changé ce que j'avais prévu de dire. Je dirais qu'on est mal parti. En tout cas, pour les interventions et pour les connexions santé mentale, territoire, discipline, interdiscipline, pour la folie, l'histoire commence mal. Je dirais. Elle commence mal. Et là, il y a beaucoup de médecins dans la salle, parce que si on remonte aux origines, à une question qu'on posait à Plutarque: à quoi sert la médecine? Plutarque répondait: la médecine sert, et je trouve que c'est toujours extraordinairement moderne, la médecine sert à faire mourir plus longtemps. Et si on reprend cette formule de Plutarque, on est mal barré pour la folie. Parce que la folie, depuis le début, quelque part, à mon avis, c'est une espèce de tragédie grecque, puisqu'il y a d'un côté comment soigner les malades mentaux. C'est le but de la médecine, faire mourir plus longtemps. Désolé pour les médecins. Et de l'autre côté, la société veut se protéger au début de la folie. Donc, on veut les soigner, mais on veut aussi s'en protéger. Ça fait peur. Et je crois que j'en reviens là, parce que si on ne revient pas aux origines, je crois qu'on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, il y a une certaine vision maléfique de la folie. Et si on ne l'intègre pas dans la pensée aujourd'hui, j'ai peur qu'on ne comprenne pas la suite. Il suffit de se remémorer, donc du coup hier soir je regardais, de se remémorer des figures, où, je ne sais pas si vous voyez ces dessins de Jérôme Bosch, ces peintures de Jérôme Bosch extraordinaires, où les fous ils sont soit en train de brûler, soit sur des bateaux. Hein, vous voyez la trilogie de l'Apocalypse, là c'est extraordinaire. Et vous regardez bien les Jérôme Bosch et vous voyez où sont les fous, au bûcher, sur des bateaux, on les envoie à la mer, on les envoie loin, en tout cas on veut s'en séparer. Bon alors, tout ça pour dire que peu à peu quand même, et je pense beaucoup sous l'influence quand même de l'Église, petit à petit, la charité chrétienne, on va dire, fait que, après tout, c'est fou, faut bien s'en occuper. Alors ça, c'est la première période, c'est ce que la fonction tout à fait hébergement de l'hôpital. Hein. Je vous rappelle que les premiers hôpitaux, c'est Louis XIV, l'hôpital général, 1656. C'est ce que Michel Foucault appelait l'enfermement, l'hôpital général, enfermement absolu. Et c'était une fonction totalement, je reprends les définitions de l'époque, enfermement sans distinction. Je reprends quelque chose de trouvé: vénérien, débauché, dissipateur, oisif, prostitué, homosexuel, blasphémateur, alchimiste, écroué, paralytique, libertin, suicidé, fou, enfermons-les tous. Voilà les écrits de l'époque. Donc la folie n'est pas à part. Comme toute maladie, elle est enfermée et les aliénés sont mis, comme les autres, à l'hôpital général. Pourquoi aussi? Il y a des raisons, c'est ce que je voulais dire là, c'est que la psychiatrie, on le verra tout le long de l'après-midi, elle n'échappe pas à son environnement. Et je crois qu'on peut dire que déjà l'hôpital en tant que tel a une fonction anti-économique avérée. Alors là, je cite un médecin qui est né, médecin du roi, c'est les physiocrates. Tout détour de production à des fins autres que l'accumulation du capital dans le secteur agricole produit des effets anti-économiques. Je crois qu'on ne comprend bien l'évolution de la santé mentale et des hôpitaux en général que si on les insère dans la réflexion sociétale en général. Ou Colbert, alors Colbert c'est extraordinaire, l'oisiveté des premières années est la source des désordres du reste de la vie, sans commentaire. Donc c'est une fonction très hébergement. Alors après, sous la pression, on va dire, du siècle des Lumières, à la Révolution, on arrive à la deuxième étape où il y a une vraie fonction sociale. Il faut à la fois endiguer le paupérisme pour différentes raisons. Hein. Alors, là, je cite, excusez-moi, mais c'est marrant de retrouver des phrases de Marx. Le mal n'est plus le pauvre, mais la maladie du pauvre qui réduit son rendement. Ça fait sourire aujourd'hui. En tout cas, on arrive à la période révolutionnaire, sous aussi le siècle des Lumières, les humanistes. Hein, il faut bien s'occuper de tous ces gens-là. Et donc, quelque part, les grandes lois qui sortent sous la Révolution. Endiguer le paupérisme et les lois sociales. Et c'est là qu'arrive peut-être, et on se rapproche du terme, 1838. C'est peut-être la première organisation territoriale française, puisque c'est la décision d'un hôpital asile par département. Je crois que c'est le point de départ par rapport au sujet de l'après-midi, hôpital et territoire. Et on va le voir dans l'après-midi, c'est quand même, à contrario, hein, j'anticipe ma conclusion, parce que je crois que la psychiatrie est un peu à la traîne aujourd'hui, alors qu'elle a été toujours en avance. Et effectivement, sur l'organisation territoriale, en tout cas, elle l'a été, puisque quelque part, l'asile, c'était un asile par département, et c'était déjà une organisation territoriale. Et à une époque aussi où l'hôpital n'était pas franchement dans les odeurs de santé des économistes. Hein. C'était l'époque, c'est le 19e siècle. Ça a été dit ce matin d'ailleurs. Le 19e siècle,
À la limite, qui fait tourner les hôpitaux? Les médecins qui sont dedans et qui y travaillent, et les choses avancent. Mais la société, globalement, c'est l'époque de Guizot, enrichissez-vous, etc., etc. On est en plein libéralisme et il n'est pas question d'investir sur l'hôpital. Donc ça, c'est la période un peu importante pour la santé mentale. Et puis, il y a des avancées décisives. Hein. Il y a la première chaire à créer en 1890 à Sainte-Anne, et puis il y a Édouard Toulouse en 1922. Enfin, tout ça, vous connaissez. Et puis, il y a une période sombre. On parle souvent après 1945. Je pense que ça n'a pas été abordé aujourd'hui, mais il faut le dire quand même. C'est la période 1930-1945, avec Alexis Carrel, médecin, prix Nobel, je crois d'ailleurs, de médecine ou de physiologie, qui promouvait l'eugénisme. Je veux dire, et ne pas perdre de vue que juste avant cette période 45, il y a eu entre 100 et 200 000 morts de malades mentaux exterminés sous le régime nazi. Je crois que c'est bon de l'avoir en tête parce que ça explique des choses qui se sont passées à la sortie aussi, notamment en 1945. Donc en 1945, là, c'est une vraie révolution puisque d'un seul coup, on peut dire que l'hôpital rentre dans la sphère économique sous deux pressions. La recherche médicale, qui est présente, omniprésente, et qui va nécessiter des investissements et des capitaux. Donc il faut regrouper, penser, il faut trouver des modalités de financement. C'est la sécurité sociale, c'est le plan Beveridge en Angleterre, etc., etc. Et c'est aussi, là encore, relié à la vie économique, puisque c'est aussi Keynes, c'est la révolution keynésienne. C'est d'un seul coup, et c'était jamais arrivé dans l'histoire économique, un économiste qui dit, mais attendez, si l'État investit 100, il en sortira 120. Enfin, c'est tout ce qu'on a appelé sous le multiplicateur d'investissement, qui fait que du jour au lendemain, quelque chose qui était anti-économique prend une fonction économique. Et ça, je crois aussi que c'est important à intégrer. Et puis, petit à petit, les choses avancent et on arrive en 1960 avec la loi sur le secteur. J'ai oublié quelque chose d'important en 1938 quand même, on l'oublie, c'est le Code Napoléon. C'est en 1810 où pour la première fois, les actes de un fou n'est pas responsable de ses actes. Donc là aussi, c'est quand même une date importante juste avant. Donc après, c'est et on arrive dans le sujet même d'aujourd'hui, mais je crois que c'était important d'en refaire une petite histoire. C'est donc toute la fonction économique. Donc je cite trois auteurs qui sont très connus. Jacques Attali, qui avait sorti un ouvrage qui s'appelait, je crois, L'Ordre cannibale, hein, c'est ça, hein, L'Ordre cannibale, où il expliquait que c'était assez passionnant, où la santé allait devenir une marchandise, et qu'en devenant une marchandise, elle rentrait complètement dans la sphère d'économie, et que l'homme, on serait une suite de prothèses, que les prothèses étant dans le système productif, il n'y aurait plus de crise de la santé. Bon, il s'est bien trompé, mais qu'il n'y aurait plus de crise de financement. Voilà ce qu'écrivait Attali. C'est la fameuse phrase d'Illich dans Némésis médicale, ça c'est les années 80. La mort est la forme ultime de résistance du consommateur. C'est quand même des phrases, c'est un sociologue, mais quelque part, il n'est pas si loin que ça de Plutarque. Et puis, c'est les courants, on va dire, plus chrétiens, comme François Pérou, le concept de santé globale, de santinomie au sens large, avec une santé beaucoup plus globale. Donc, on arrive au XXIe siècle où il me semble là que la fonction soignante, elle est à la fois, et la santé mentale est complètement dedans, on est à la fois dans les maladies chroniques qui posent des problèmes éthiques. C'est ressorti tout le long de la matinée. Et je crois que déjà, quelque chose qui rapproche la santé mentale d'autres pathologies, c'est cet aspect, dans les grandes pathologies d'aujourd'hui, je crois, enfin, les psychiatres ne me contrediront pas, je ne pense pas, qu'on est sur une maladie chronique, un peu comme le cancer aujourd'hui, où beaucoup de personnes vivent avec un cancer pendant 20 ou 30 ans, avec des périodes de rémission et des périodes où ils doivent retourner à l'hôpital. Et je pense que là aussi, l'organisation de la cancérologie doit nous interpeller. Et puis c'est 60, mais ça a été dit ce matin, donc je n'insisterai pas, la psychiatrie hors les murs et la sectorisation. On date souvent là la sectorisation qui là aussi se rapproche du territoire. Alors il y a une collègue qui me demandait la différence entre secteur, département, on va y venir à la fin. Mais la sectorisation pour moi c'est que la suite à la limite de 1838. La vraie rupture c'est 38, c'est un hôpital par département. Après la sectorisation, c'est un peu c'est des sous-départements les secteurs d'ailleurs. On fait des secteurs d'environ 70 000, 80 000 habitants par département. Mais la vraie rupture territoriale, c'est 1838. Alors, vous pouvez passer au suivant ou c'est moi qui peux seulement? Il faut que je trouve ma manette. Ah bon, je vais le faire. Pas de souci. Voilà. Donc,
quelques chiffres, puisque en début d'après-midi, mon rôle est aussi de donner quelques chiffres, dont certains sont surprenants. Alors j'ai mis une réalité qui va à l'encontre des idées reçues. D'abord le débat, le sempiternel débat CHS, CH, CHU. Déjà, si on regarde les chiffres, on s'aperçoit que près de 50% de la psychiatrie, aujourd'hui, est à l'hôpital général. Elle n'est pas en CHS, entre les CH et les CHU. Si on perd ça de vue, on perd une partie importante du débat. Quelques chiffres importants aussi, les durées de séjour, les durées moyennes d'hospitalisation. Là où elles sont plus faibles, c'est dans les centres hospitaliers. Ensuite, c'est les CHS, ensuite les ESPIC, ensuite les hôpitaux privés à but lucratif. Donc là aussi, je pense qu'il est bon de rappeler ces quelques chiffres. Les inégalités de territoire, la sectorisation, la territorialité devait réduire les inégalités de territoire. Alors j'ai vu dans les études de l'IDRES un chiffre qui est étonnant. L'IDRES n'est pas soupçonné de... Dans certains départements comme l'Eure-et-Loire, par secteur, il y a une structure ambulatoire, le CMP souvent, et dans certains départements comme la Lozère, mais on y reviendra sur la Lozère et Saint-Alban, on peut aller jusqu'à 28 structures extra-hospitalières. Donc les écarts sur l'ambulatoire sont importantes et j'aimerais bien visiter les 28 structures extra-hospitalières. J'espère qu'elles sont à Mende, en Lozère. L'hospitalisation, c'est tout à fait minoritaire, hein, c'est moins de 20% de l'activité, on l'oublie souvent. L'espérance de vie, on l'oublie souvent aussi, l'espérance de vie est inférieure de 10 à 20 ans, notamment, je reprends l'interview de Christian Muller lorsqu'il est là dans la salle, donc il ne me contredira pas, lorsqu'il a été auditionné par la mission Robillard. Donc, tu as dit, Christian, que la mortalité des schizophrènes était 3,7 fois supérieure aux autres pathologies. Une étude de l'INSERM de 93 à 99, et j'en ai retrouvé une qui est sortie la semaine dernière, faite sur les 10 années qui suivaient, hein, elle n'a même pas une semaine, c'est une étude de BEH. On retrouve quasiment les mêmes chiffres, c'est-à-dire que les écarts ne se sont pas réduits. Donc c'est quand même important. Et l'OMS, dans son dernier rapport, hein, le dernier, je cite, « On constate chez les personnes souffrant de troubles mentaux des taux d'incapacité et de mortalité plus élevés que la moyenne. Par exemple, la schizophrénie, encore et toujours, des taux de mortalité de 40 à 60% supérieurs à la moyenne nationale. » Donc ça aussi, je pense qu'il faut l'avoir en tête. Et le suicide, alors j'étais étonné par les chiffres de Raphaël Gaillard hier, mais je ne les conteste pas. Il y aurait 1 million de morts par an dus au suicide, au niveau de... Ou alors j'ai lu trop vite vos transparents. Dans le monde, oui, pas en France, mais dans le monde. Mais je trouve, 1 million de morts par an dans le monde. C'est quand même, je trouve que c'est monumental. Oui, c'est pas en France, mais même dans le monde, je trouve que c'est des chiffres quand même. Et on oublie aussi que les troubles mentaux font souvent sombrer les individus et leurs familles dans la pauvreté et tout ce qui va autour. Hein. Les premières atteintes des troubles mentaux se retrouvent beaucoup plus fréquemment dans la population sans logement, etc., etc. Ça a été vu ce matin, je passe. J'accélère parce que je ne vais pas tenir dans le temps. Alors, une discipline aux spécificités fortes, ça a été vu toute la journée, toute la matinée. Excusez-moi, je m'y repère dans mes notes. Hormis, et ça a été ce qu'on a vu ce matin, il y a une spécificité du diagnostic. Ça, on est d'accord. Après, est-ce que c'est une discipline vraiment différente des autres? Sur certains points, oui. Et je crois qu'il faut les lister, parce que si on ne les liste pas, on ne se comprendra pas. D'abord, c'est une discipline essentiellement ambulatoire. Il ne faut pas le perdre de vue. C'est une discipline, ça a été dit, où les intrications sanitaires, sociales, médico-sociales sont très nombreuses. Ça a été dit qu'une fois ce matin, ça m'a un peu étonné, c'est la seule discipline où il y a des soins sous contrainte. Donc, où il y a des privations de droits. Il n'y a pas d'autre exemple, et je pense qu'il ne faut quand même pas l'oublier. C'est peut-être même la principale spécificité de cette discipline. En tout cas, celle qui restera. Parce que c'est une discipline où on est obligé de mettre des personnes sous contrainte pour les protéger des autres, pour protéger les autres et pour se protéger d'elles-mêmes. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres pathologies de ce type. C'est le financement, on va y revenir. C'est un financement avec DAF pour le public, prix de journée pour le privé. C'est l'absence, je trouve, de réelle évaluation de la prise en charge de la santé mentale. Sous forme d'humour, je dirais que c'est peut-être une des rares conférences de consensus où il n'y a jamais de consensus à la sortie. C'est quand même très difficile d'avoir un consensus dans une conférence de consensus.
C'est la stigmatisation, on en a parlé, et c'est aussi, mais je crois que c'est un des thèmes de l'après-midi, donc je ne vais pas y revenir, tout ce qui tourne autour de l'empowerment. Alors, avant d'arriver au transparent suivant, qui sera le dernier pour tenir dans les 20 minutes, il me semble, et là, tu vas voir que j'essaie d'être neutre, qu'il y a des verrous, que si on veut faire évoluer la psychiatrie, il faut tous qu'on fasse sauter des verrous. D'abord, les moyens financiers. Et là, je me retourne vers mes collègues principalement. Je pense qu'il faut sanctuariser les moyens financiers de la santé mentale, parce qu'on l'a vu, les CHS aujourd'hui, par exemple, ça ressort très bien de l'étude du rapport Massé, par exemple. Les CHS ont globalement plus de moyens que la santé mentale dans les centres hospitaliers ou dans les CHU. Et chaque fois, et ça c'est exact, chaque fois, il y a eu beaucoup de transferts. Il y a eu une dizaine d'années, des années 90 à 2000, ça s'est arrêté depuis, où il y a près de 200 secteurs qui ont basculé dans les centres hospitaliers généraux, et à chaque fois, ils ont perdu des moyens. Donc je pense qu'on ne sortira de ce débat CHS, CH, CHU, ou les maîtres, on n'en sortira que lorsqu'on aura trouvé une solution technique pour sanctuariser les moyens de la santé mentale. Et là, je me retourne vers mes collègues. J'avais proposé à Gérard Vincent à l'époque, il y a des systèmes qui existent pour les sanctuariser ces moyens. Des budgets annexes clairement identifiés, par exemple, dans les centres hospitaliers généraux, dans les CHU. Et je m'excuse, chers collègues, c'est la conférence des centres hospitaliers qui n'a pas voulu de cette modification de la loi. Et je ne citerai pas, certains m'ont dit, tu sais bien quand on a des problèmes financiers, on peut piquer sur la DAF. Donc ça, il faut tous balayer devant notre porte. C'est-à-dire que tant qu'on aura ce raisonnement, on ne sortira pas du sempiternel débat CHS, CH, CHU. Ça, c'est le premier volet. Et je crois qu'il faut trouver une solution. Et il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui que législative pour sanctuariser cet argent, parce que des secteurs qui partent dans un CH, on est sûr qu'ils perdent des moyens. Donc il n'en part plus, forcément. Deuxième chose, c'est effectivement, il faut valoriser l'activité. Et le système actuel de financement de la DAF, c'est une catastrophe. Il n'insuffle aucun dynamisme dans la gestion des établissements. J'y reviendrai. Il faut donc des modalités financières spécifiques de la santé mentale. Et les deux premiers points sont liés. Si on trouvait des modalités spécifiques un peu plus pertinentes, le premier problème de se faire piquer la DAF ne se poserait peut-être plus non plus. Donc je crois vraiment que ce verrou-là, tant qu'on n'aura pas eu la volonté politique de le gérer, et il concerne autant les médecins que les collègues, et je dirais sûrement un peu plus les collègues. Alors je crois aussi qu'il faut évaluer les pratiques. Bon, nous, on sort de la visite de l'HAS. Bon, je crois qu'on va avoir un très bon rapport de visite. Est-ce que pour autant, on sait où il faut aller se faire soigner, dans quel service? J'en suis pas convaincu. Donc moi, je dis qu'il faut peut-être repenser le rôle de l'HAS, et ce n'est pas sans doute que pour la santé mentale, sur son rôle, sur ce qu'elle regarde dans sa démarche qualité. Est-ce qu'on sait à l'issue d'une visite HAS où est-ce qu'on est bien soigné, où est-ce qu'on est mal soigné? À mon avis, non. Donc là aussi, il y a une certaine obscurantisme. Et puis alors ça, moi j'en suis totalement convaincu, mais ça a été dit ce matin, je pense que tout le monde en est convaincu. Il y a un verrou majeur aussi sur la santé mentale, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens en santé mentale affectés sur la recherche. Ça me paraît une évidence. C'est une discipline qui est complètement sous-administrée en termes de recherche. Donc dernier transparent, et là je vais être un peu provocateur, c'est effectivement en fait, il en est où le débat? Alors vous voyez, j'ai fait 3 colonnes, CHS, CH, CHU. Et j'ai fait des petits bonhommes qui pleurent, des petits bonhommes qui rient. Alors je suis désolé pour mes collègues de CHS, mais malheureusement ils vont souvent pleurer, quoi. Si je me mets à la place du patient. Parcours de soins, on l'a vu tout au long de la matinée, on le verra encore cet après-midi. Si on va des urgences au plateau technique, c'est quand même plus facile si on est en ville, proche du plateau technique dans un CH, que si on est dans un CHS à Saint-Alban. On peut me dire ce qu'on veut, mais c'est vrai. Après, on dissociera les CHS qui sont en ville de ceux qui sont à Saint-Alban. Je n'ai rien contre les Lozériens, mais qu'on m'explique la logique du parcours de soins à Saint-Alban. Qu'on m'explique comment le patient qui est à Saint-Alban peut passer l'IRM dans la demi-journée qui est là, sans aller à Mende. Et à Mende, je ne suis même pas sûr qu'il y ait une IRM 3 Tesla, donc il faut peut-être partir à Montpellier. J'en sais rien, ça doit être quand même relativement compliqué. La déstigmatisation, je pense que là, à l'exception de Sainte-Anne, où ça stigmatise un peu de venir à Sainte-Anne, parce que c'est très connu sur la santé mentale, aller dans un CHS, je suis désolé, ça stigmatise la santé mentale. On va plus facilement se faire
soigner dans un CH, dans un service de CH que dans un CHS. La recherche, c'est pareil. À mon avis, s'il n'y a pas des liens très forts avec le CHU, s'il y a pas des liens alors, c'est pas impossible que la recherche fonctionne bien avec le CHS, mais c'est quand même pas le lieu majeur pour faire la recherche. L'accès au plateau technique, c'est une évidence. La prévention, ça l'est sans doute moins. L'évaluation médico-économique, je n'en parle même pas. Un, elle n'a pas lieu, mais deux, il y a quand même une certitude qu'il faut voir. Moi, si je prends mon expérience sur le GHT Paris Psychiatrie et Neurosciences, il y avait 3 établissements, il y en a 5. Il y en a 3 maintenant qui sont en direction commune. Donc là, on a pu regarder. Il y en a un, des 3, le plus petit, qui coûtait par patient suivi 2,4 fois plus cher que les 2 autres. Et ce n'était pas le plus petit CHS de France. Mais il avait ses services logistiques, ses 200 hectares, etc., sa verdure, ses espaces verts, ses cuisines, et je vous en passe, et des meilleurs. Donc je veux dire qu'on ne peut pas non plus ne pas regarder l'impact médico-économique, parce qu'aujourd'hui, mettre des moyens sur la logistique, sur l'administration, sur la technique, ou de les mettre sur les soins, ce n'est plus admissible. Donc on n'a pas d'autre solution que de se restructurer par rapport à cela. Alors est-ce que le GHT, c'est le remède miracle ? Il n'y a pas de remède miracle. En tout cas, c'est une des hypothèses pour s'en sortir. Pourquoi ? Parce que ça met un réseau. Alors déjà, je pense qu'il faudrait que les pouvoirs publics arrêtent les GHT spécifiques purement psychiatriques. Je crois qu'il y en a 13 en France, des hôpitaux purement psychiatriques, hors GHT, hors tout. Je veux dire que là aussi, on a une responsabilité, cette fois-ci collective. Il faut arrêter ces exceptions. Deuxième chose, ça a été dit aussi ce matin par le professeur Thomas, je crois, c'est la diffusion des connaissances. Je crois que le GHT permet quand même, si les gens travaillent ensemble, et je crois que c'est un vrai problème. Hein. On voit bien le gap qu'il y a entre des services universitaires et d'autres services. Ce temps long pour la diffusion des connaissances, à mon avis, n'est plus admissible dans la société d'aujourd'hui. Donc il faut bien qu'on trouve un système qui mette en lien pour que la diffusion des connaissances, un peu comme ça a été fait pour la cancérologie. Hein. Aujourd'hui, il y a une découverte même très importante en cancérologie. Il y a un système qui fait que 3 semaines après, vous l'avez pratiquement dans tous les CRLCC ou dans tous les CHU. On en est à des années-lumière en santé mentale. On ne peut pas rester comme ça. Après, je dirais qu'il n'y a peut-être pas de règle. Parce qu'effectivement, vous allez dire, en plus, il est vraiment mal placé pour parler, parce que Sainte-Anne, alors il faut le fermer. Après tout, pourquoi pas ? Sainte-Anne n'a pas de raison d'être en tant que Sainte-Anne. Sainte-Anne pourrait être à la paix de Paris. Pour moi, ce n'est pas un problème majeur. Le problème majeur, c'est que le CHS, s'il est en ville, s'il est aux urgences, et s'il est totalement en réseau avec l'université et tout ce qu'il y a là, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, et c'est ma conclusion, c'est peut-être qu'un des modèles, je crois que là aussi la France est trop centralisée, c'est de réinventer les choses. Alors pour ce qui concerne Paris, effectivement, on va basculer sans doute, en tout cas c'est à l'ordre du jour des prochaines instances, pour l'instant c'est 3 hôpitaux, un GHT, on basculerait sur un établissement unique, une nouvelle espèce d'entité juridique qui serait un GHU, Paris Psychiatrie et Neurosciences, un GHU qui regrouperait un peu les 3, si vous regardez bien. Parce que quelque part, Sainte-Anne, ça reste emblématique et ça reste un peu stigmatisant d'aller à Sainte-Anne, j'en suis bien conscient. C'est un centre hospitalier, en droit pur c'est un centre hospitalier, puisqu'il y a de la psychiatrie, il y a des neurosciences, et ce n'est pas un CHU. Et il y a des collègues déjà dessus ici, et ils ne veulent surtout pas que ce soit un CHU. J'ai mis des années, là aussi, il faut que les collègues en regardent devant nous, j'ai mis des années à ce que la directrice de la recherche de Sainte-Anne soit admise à la sous-conférence de la recherche des DG de CHU parce qu'on n'était pas classé CHU. Alors que si vous regardez l'impact factor, si vous regardez, il y a plus de 20 unités INSERM sur le site de Sainte-Anne, en lien direct avec Sainte-Anne. Il y a un CRC, il y a une DRCI, donc beaucoup plus que dans beaucoup de CHU de taille petite ou moyenne. Mais comme on n'était pas classé CHU, il ne fallait pas intégrer, surtout pas, la conférence de recherche des CHU. Donc les corporatismes, ils sont un peu partout, il faut l'avoir en tête. Combien de temps encore, excusez-moi, mais je vais être totalement provocateur, on va garder, à l'heure des GHT, on va garder des conférences distinctes. Combien de temps encore on va garder une conférence des centres hospitaliers qui représente 200 et quelques centres hospitaliers, une conférence des CHU qui sont tête de pont des GHT et aucun représentant des GHT. Alors qu'aujourd'hui, on pourrait très bien avoir regroupé en une seule salle les 100 responsables, présidents de CME, directeurs de GHT, et ça ne ferait pas 500 personnes. Chacun reste bien campé chez soi. Et j'en dirais de même pour mon ami Christian Muller.
on fait pareil sur les CHS. Il y a la conférence des présidents de CME de CHS. En fonction des régions, elle a de bons rapports ou non avec la conférence des présidents de CME, qui parfois ont eux aussi beaucoup de secteurs. Chacun reste campé dans ses corporatismes. Et il y a l'ADESP, je t'en ai déjà parlé Pascal, aussi. Donc je veux dire, quand est-ce qu'on va dépasser tout ça et travailler ensemble? Voilà. Alors c'est un peu l'ambition, et j'arrête parce que je suis trop bavard, de GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Et donc, comme on m'a dit de faire de la publicité, je termine par la petite minute de publicité.